communication. Voilà, communication. Voilà, donc j'avais raison de dire que c'est un monsieur qui est bien connu, n'est pas n'importe qui. Et au regard de ses statuts, comme enseignant, conférencier, coach, politicien, il va nous livrer son témoignage sur le rôle de sécurité en RDC. Bon, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. 30 minutes, je pense que je vais y parvenir. Souvent, nous les vieux, nous avons trop de choses à dire. Nous savons difficilement nous résumer. Et nous profitons toujours de notre autorité morale pour nous faire arrêter. Alors, je remercie d'abord très sincèrement les autorités de l'Université Saint-Augustin que je découvre, n'est-ce pas, un beau cadre où on peut faire de grandes réflexions, même si ces réflexions se limitent lamentablement au niveau des spéculations qui ne sont pas toujours suivies d'action. Ici, j'ai été fort encouragé, n'est-ce pas, d'abord de l'exposé introductif de Monseigneur évêque d'Ouvira, mais surtout, j'ai été fier, n'est-ce pas, de voir mes fils devenir collègues, n'est-ce pas? Je vois Bissa, je vois René, je vois ma Kiese, je vois ma Bassi, n'est-ce pas? Je pense que le prof Prince est d'accord avec moi, n'est-ce pas? De voir qu'ils tiennent des discours qui tranchent un peu avec les discours habituels. Et nous pouvons donc espérer que même après nous serons vivants parce qu'ils vont continuer à... La relève est assurée, merci. Même si Bissa a oublié de dire en parlant de l'éducation que j'ai écrit une thèse depuis 1983 sur l'université contre le développement. J'ai repris un autre livre intitulé Éducation en RDC, fabrique des cerveaux inutiles. Pour parler de notre éducation. Alors, avant tout, je voudrais vous dire que, en matière, d'abord, comment j'intitule mon témoignage? Face à la guerre. Et ici, il faudrait d'abord se départir de certaines théories que nous continuons à enseigner dans notre école. Je vous informe que toutes les théories écrites par les Occidentaux l'ont été d'abord pour eux, n'est-ce pas? Et souvent contre nous. Quand ils parlent de matière de citoyenneté mondiale, matière richesse commune, etc., nous devons être capables de les suspecter. Avant d'entamer mon sujet, je voudrais d'abord vous inviter à une spéculation sur la nature de l'homme. Contrairement à ce que Rousseau a dit, que l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. C'est juste le contraire. L'homme est né égoïste, mauvais. C'est la société qui, en les socialisant, n'est-ce pas, les rend aptes à vivre avec les autres. Et donc, nous devons savoir que la nature de l'homme est essentiellement égoïste. Et oui, nous allons discuter. Il y a même un philosophe anarchiste qui a théorisé là-dessus, n'est-ce pas, qui a dit que l'homme était un exemplaire unique au monde qui ne pense qu'à ses intérêts. Et c'est la nécessité de vivre ensemble qui fait qu'il y a des lois qui restreignent nos libertés. Mais sinon, n'est-ce pas, chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est que quand il a été bien éduqué qu'il peut s'interdire certaines choses. Et ici, les nations, c'est la même chose. Le jeu individuel, transposons-le au niveau du nous national, vous allez trouver que les nations aussi sont égoïstes.
les nations se comportent comme des individus, chacun ne cherchant que ses intérêts partout où il se trouve. Et donc les relations internationales ne sont pas des relations d'amitié, de philanthropie, de coopération mutuelle, d'égalité. Non, c'est un monde de concurrence, c'est un monde de fous. C'est comme Kofi disait, monde arabe, monde en cours. N'est-ce pas? Et lorsque nous abordons le sujet sur la guerre, n'est-ce pas, qui est un sujet délicat, surtout que nous nous trouvons dans une faculté de théologie où on apprend l'amour, comme disait mon collègue Lisa. J'aime beaucoup dire mon fils et collègue, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, n'est-ce pas? Comme l'a dit mon fils Lisa, n'est-ce pas? Ici on enseigne l'amour, on n'enseigne pas la haine. Pourtant la haine fait partie intégrante, n'est-ce pas, de notre vie. Et donc, pour que nous puissions avoir le savoir libérateur, nous devons oser, n'est-ce pas, ce que ma Bible appelait les possibles, inventer les possibles, c'est-à-dire essayer de penser autrement la vie que telle qu'on nous a habitués à penser. Parce que si nous voulons sortir des crises, nous devons inventer, parce que le moment de crise, ce n'est pas le moment de lamentation. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, de grincement des dents, d'élaborer des diplomaties, de lamentation, etc. C'est le moment où le cerveau humain doit travailler, n'est-ce pas, pour avoir une vie. Le monde étant un monde de choc, c'est au moment des chocs que l'homme réfléchit, que l'intellectuel survient, n'est-ce pas? Et pas l'intellectuel comme celui que nous voyons au Congo, n'est-ce pas? Qui va chez le bourreau pour demander remède, n'est-ce pas, à son problème. Pourtant, c'est le bourreau qui a créé le problème. Alors, il en va ainsi de la guerre. La guerre, il faut l'apprendre, il faut le savoir. La guerre, qu'on la désire ou qu'on ne la désire pas, elle est là. La guerre est naturelle. Elle est inéluctable. Elle est imparable. Elle est incontournable. La paix, oui, il faut la paix. Mais la paix est quoi? La paix, c'est quelque chose de provisoire. C'est quelque chose de fragile. N'est-ce pas? Et n'importe qui peut la briser quand il veut. Celui qui se sent plus fort peut le faire. Qui est sûr là où il est assis que son voisin ne va pas le provoquer? N'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes tous vigilants. Au moindre bruit, n'est-ce pas? On essaie de se défendre. Et c'est ça, n'est-ce pas, la situation de la guerre. Et la guerre, c'est un moment où on crée un espace de non-droit, où toutes les atrocités sont permises, où la valeur humaine, n'est-ce pas, qui est généralement brisée en temps de paix, la valeur humaine est brisée. Et en temps de guerre, n'est-ce pas, les héros, ce n'est pas les gentils, n'est-ce pas, mais c'est les cruels. N'est-ce pas, ce militaire-là, il a tué autant d'ennemis. C'est lui qui devient le héros. Et c'est lui qui est capable d'infliger, n'est-ce pas, à l'ennemi les pires peines. Voilà pourquoi je reviens sur, n'est-ce pas, la haine qu'il faut enseigner aussi à nos enfants. La guerre, c'est donc un moment de crise extrême où, comme je l'ai dit, toutes les atrocités sont permises. La paix, comme je l'ai dit encore, je le répète, c'est un état fragile. C'est quelque chose de fragile et de fragilisable. Et donc, à tout moment, par simple orgueil, sans explication, l'autre peut vous attaquer. Et on a vu, n'est-ce pas, dans le monde, que chaque fois que quelqu'un se sent plus fort que le voisin, il essaie toujours, n'est-ce pas, de l'enquiquiner, il ne le laisse pas en paix. Et l'ONU, n'est-ce pas, on a tout dit, nous continuons à enseigner à nos enfants que l'ONU, c'est l'organe pour imposer la paix dans le monde, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, tous nos professeurs devraient cesser de présenter l'ONU telle qu'elle. L'ONU, c'est un organe, n'est-ce pas? Entre les mains des nations fortes pour créer les guerres où elles veulent et où
elles peuvent. La preuve est que ce sont les nations les plus démocratiques qui créent le plus de guerres aujourd'hui dans le monde. Les États-Unis ont plus de 800, j'ai dit bien plus de 800 bases militaires dans le monde. Et pour fonctionner ces bases-là, il faut créer des guerres par-ci par-là. La Chine, qui est un pays non démocratique, n'est-ce pas, a 800 postes de commerce, comment on appelle ça. Donc il a des consuls commerciaux partout, autant que l'Amérique a des consuls de guerre, des consuls belligérants partout. Et donc, aujourd'hui, malgré l'ONU, nous n'avons jamais été plus près de la 3e guerre mondiale qu'aujourd'hui. Et donc, continuer à croire à l'ONU, continuer à enseigner à nos enfants que l'ONU est là pour la paix, que la MONUSCO est là pour protéger les civils, tout ça, n'est-ce pas, c'est entretenir une illusion grave. Nous, en RDC, nous sommes les seuls pays au monde à n'avoir pas compris les vertus de la guerre. Parce qu'on parle toujours de l'effet de la guerre. Il y a des catastrophes, il y a des tueries, il y a des ceci, il y a de cela, mais on ne positive pas la guerre. La guerre a rendu plusieurs nations fortes. Si aujourd'hui la France peut faire taire l'Amérique, plutôt l'Allemagne, du point de vue armement, n'est-ce pas, c'est grâce à la guerre. L'humiliation subie en 1945, n'est-ce pas, en 1940-1945, fait que les Français se sont constitués une grande puissance militaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs exemples comme ça dans le monde. Le Rwanda lui-même, n'est-ce pas, est devenu une force militaire après tout ce qui lui est arrivé. L'Angola est devenue forte. Il n'y a que nous, au Congo, qui continuons à croire que nous pouvons obtenir la paix par la négociation. Or, une paix que vous obtenez par la négociation est une paix fictive, parce qu'à tout moment, celui qui est venu négocier cette paix en position de force, il peut toujours remuer le fouet, n'est-ce pas, et vous remettre à zéro. Nous subissons d'ailleurs ce cas tous les jours, jusqu'il y a une semaine, n'est-ce pas, où notre chef de l'État a été humilié par une absence stratégique. Alors, les communautés humaines sont faites, d'abord, sortons une idée de nos têtes. Quelqu'un vous a dit ici, je pense que c'était le prof Prince, que la géographie c'est d'abord la terre. Et plutôt enfin, qu'est-ce qu'on voulait dire? Un territoire c'est d'abord la terre. N'est-ce pas? Non, c'est pas ce qu'il a dit. N'est-ce pas? On peut. Les populations peuvent se régénérer, mais elles peuvent se déplacer de quelque part, mais la terre est toujours là. Et donc la première stratégie, c'est d'abord de protéger la terre. Et la terre, mes chers compatriotes, appartient non seulement à celui qui l'occupe, mais à celui qui sait la défendre. Vous ne savez pas défendre votre terre, on vous la prendra. N'est-ce pas? Quand nous disons que c'est la terre de nos ancêtres, est-ce que vos ancêtres ont produit la terre dans quel milieu? Ils ont produit ça où? C'est un bien de l'humanité. Celui qui peut, n'est-ce pas, peut le prendre. Imaginez que les espaces qui sont les plus frappés aujourd'hui par les catastrophes humanitaires en Asie décident de chercher des terres d'asile. Vous croyez qu'ils vont éviter de venir ici, en Afrique, le ventre mou de l'humanité? Et dans le ventre mou, ils choisiront quoi? Là où il y a plus mou que jamais, c'est ici chez nous, où il y a tout, mais une population, n'est-ce pas, qui ressemble un peu à des... Bon, comme je nous injurie, je n'ai pas fait de le dire parce que moi compris. N'est-ce pas? Nous sommes des sortes de singes un peu mal sortis de l'animalité, n'est-ce pas, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est comme ça que les autres nous voient. Alors, les communautés humaines sont faites pour exister dans l'adversité permanente, n'est-ce pas? Dans les suspicions légitimes, même entre nous ici, n'est-ce pas? Même un homme et sa femme
chacun doit tout faire pour plaire à l'autre. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, on peut être trahi. A fortiori, quand nous vivons avec des voisins, n'est-ce pas? Nous avons le devoir d'être en état de vigilance permanente. Et les voisins, nous avons 9 voisins, n'est-ce pas? Donc 9 possibles hostilités, n'est-ce pas? Qui peuvent être manipulées. Déjà d'ailleurs, nous sommes déjà avec le Rwanda et l'Ouganda, n'est-ce pas? Et nous devons respecter les 9 autres. Et donc, le devoir d'une nation, n'est-ce pas? Je pense que c'est René qui avait dit ça hier, n'est-ce pas? Le devoir d'une nation, c'est d'être fort. Fort. Toujours plus fort. Encore plus fort pour ne pas être, n'est-ce pas, absorbé ou anéanti par plus fort qu'elle. Alors, quand est la première muraille, n'est-ce pas, dont a parlé le prof Gomabina, n'est-ce pas? La première muraille, c'est la muraille intellectuelle. Parce que c'est dans l'intellect que nous planifions tout. Même l'armée. L'armée, ce n'est pas une affaire de voyous. L'armée est une affaire d'abord, n'est-ce pas, de l'intellect, des intellectuels qui n'existent pas au Congo. Et lorsque nous avons une classe d'intellectuels qui sombre, n'est-ce pas, dans l'inconscience, qui sombre, qui reste fier dans la cage où on les a enfermés. Les théories occidentales, nous les considérons comme des théories universelles, alors qu'on les a universalisées pour nous maintenir, n'est-ce pas, dans une dépendance intellectuelle. Tant que nous n'aurons pas brisé, n'est-ce pas, cette enveloppe où on nous a enfermés, tant que nous aurons des intellectuels de la sorte, n'est-ce pas, le pays va sombrer entre les mains des inconscients, des aventuriers, des prophètes, des marabouts, des chiromanciers et autres marchands de l'île. Vous n'avez qu'à voir entre les aventuriers de Dieu, les hommes autoproclamés de Dieu, et les intellectuels, qui sont les plus consultés par les hommes politiques, qui sont les plus dans les médias, qui sont devenus les faiseurs d'opinion aujourd'hui. Donc on a promu l'ignorance, n'est-ce pas, et l'intelligence, on l'a mise de côté. Pourtant, quand les intelligences, n'est-ce pas, se lient, se mettent ensemble, pas les intelligences comme les nôtres, où chacun dit moi je suis philosophe, moi je suis sociologue, non, moi je suis internationaliste, moi je suis ceci. Mais le Congolais, l'intellectuel congolais qui va, n'est-ce pas, prendre le pays dans son aspect holistique et non à se retranchant derrière une discipline, n'est-ce pas, dont il ne maîtrise même pas les paradigmes de base, nous allons rester dispersés et après chacune de nos discussions, chacun va partir et rien ne va arriver. Et quand l'intelligence s'allie, n'est-ce pas, quand les intelligences s'allient, tout devient possible. Vous savez, on parle des armées les plus puissantes du monde. Est-ce que nous oublions qu'il n'y a pas longtemps que les Vietnamiens ont défait les Américains? N'est-ce pas? Les Vietnamiens, en parlant de techniques, j'allais dire artisanales, manuelles, n'est-ce pas? Ils ont défié la grande armée américaine. Les Afghans ont défié l'Union soviétique à l'époque. Ils viennent encore de chasser l'OTAN, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, n'est-ce pas, même si je ne suis pas pour la politique ukrainienne, n'est-ce pas, mais ils résistent, n'est-ce pas, à une armée hyper puissante par rapport à elle. Et nous continuons à croire que le miracle va arriver, n'est-ce pas? Et on parle rarement des bienfaits de la guerre, alors que les bienfaits de la guerre sont souhaitables.
et même durable. Parce que la guerre, n'est-ce pas, comme disent les stratèges même, c'est une autre façon de faire la politique. La guerre comporte des bienfaits indéniables, pour autant que les intellectuels s'impliquent pour transformer les forces naturelles hostiles en forces bienfaisantes. Comme le courant que nous avons ici, ça vient de l'eau, à une partie où l'homme ne peut pas résister, mais l'homme a pu maîtriser cette eau et la transformer, n'est-ce pas, en électricité liquide. Merci beaucoup. Je vais terminer. Nous avons vu des nations vaincues, humiliées, voire spoliées autrefois, n'est-ce pas, redevenir des grandes nations. Les Allemands, n'est-ce pas, grâce à Napoléon qui les avait humiliés. Les Français, je vous l'ai dit, n'est-ce pas, les Japonais et les Italiens qui sont devenus aujourd'hui des grandes nations industrielles, grâce à leur défaite, les Allemands également, n'est-ce pas? Tout ça, l'Europe aujourd'hui est en train de construire un espace de paix et de développement, malheureusement ou heureusement. Quand l'Europe est touchée, nous devons dire malheureusement ou heureusement. Merci. Merci de cette prise de conscience. Voilà, il faut apprendre à haïr certaines personnes, n'est-ce pas? Alors, et l'armée peut aussi, n'est-ce pas, recréer la force nationale. Nous voyons aujourd'hui le Rwanda. Nous pouvons insulter le Rwanda comme nous voulons, n'est-ce pas? Le Rwanda a constitué une armée aujourd'hui qui peut intervenir au Darfour, en Centrafrique et même au Mozambique, n'est-ce pas? Et alors, quand il sous-traite sa force pour les Occidentaux, vous croyez que les Occidentaux vont condamner le Rwanda d'attaquer le Congo? Comment pouvez-vous vous attendre à ce que Macron est arrivé ici? Non, Macron va condamner le Rwanda. Vous oubliez qu'au Mozambique, n'est-ce pas, ce sont les Rwandais qui protègent les installations de Total, n'est-ce pas? Et les Mozambicains eux-mêmes sont en train de chasser le Rwanda. C'est que nous, n'est-ce pas, on est loin de faire. Et donc, je vais d'ailleurs terminer par là, n'est-ce pas, par poser la question à Madame Arlette, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons compris cette phrase du pape? Enlevez vos mains du Congo. Est-ce que nous avons compris? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Parce que le pape est du tiers-monde comme nous, n'est-ce pas? En disant aux Occidentaux, enlevez vos mains. Il était sûr que les Occidentaux n'allaient pas comprendre. Il était aussi sûr que nous, les Congolais, nous allions comprendre que enlever leurs mains. Est-ce que vous m'avez compris? C'est à nous d'enlever leurs mains et pas à eux d'enlever leurs mains. N'est-ce pas? Alors, et le Congo, n'est-ce pas? Nous avons vu comment la guerre nous retient. Quand on attaque Goma, le citoyen congolais qui est à Boma, à 2000 km de là, n'est-ce pas? Il s'énerve. Mobutu que nous avions tous constitué, quand il était rentré pendant la guerre, tous les Congolais se sont apitoyés sur son sort. N'est-ce pas? C'est ça la force de la guerre. Quand on vous attaque, n'est-ce pas? On vous oblige à être solidaire. Quand deux enfants, deux frères se battent en famille et qu'il y a un ennemi commun, quelle est l'attitude qu'ils vont prendre? Ils vont cesser de se battre, n'est-ce pas? Pour se battre contre l'ennemi commun. L'existence menaçante de 9 pays voisins potentiellement hostiles, pas seulement potentiellement. Aujourd'hui, il y en a qui le sont déjà effectivement.
instrumentalisable contre la RDC est loin de susciter une conscience défensive collective des Congolais. Nous ne comprenons pas. Nous continuons à nous battre ici, sur des discussions qui n'ont pas de sens, n'est-ce pas? Mais nous oublions. Et ça fait, n'est-ce pas, la joie. Nous prêtons le flanc aux autres. Quand nous, on ne se bat ici pour des choses inutiles, les autres sont en train de nous prendre le territoire. N'est-ce pas? Et nous ici, nous nous installons dans la cueillette, n'est-ce pas, de l'argent de l'État. Nous nous contentons des armées, des gyrophares, n'est-ce pas, des fanfares, au moment où il y a des crépitements de balles quelque part, n'est-ce pas? Quand je vous parle ici, n'est-ce pas, je vous parle avec conviction, pas avec, je voulais dire, je vous parle avec émotion, parce que j'ai un fils qui est au front, n'est-ce pas? J'ai un fils au front, et chaque fois que je vois des soldats faire ce qu'ils sont en train de faire ici, n'est-ce pas? Et mon fils là a refusé catégoriquement que j'intervienne pour qu'il rentre, n'est-ce pas? Avec toutes mes relations, je pouvais lui attraper une autre affectation. Mais il dit à tous ses frères, dites à papa de me laisser. C'est ça ma vocation. Moi, je veux faire l'armée, je veux faire la guerre pour défendre mon pays. Il est là et je vois ce qui se passe ici. N'est-ce pas? Alors, et nous ne réfléchissons même pas sur les problèmes qui se passent. Lorsqu'il y a eu la poudrière, la poudrière ici en face, au Congo, a éclaté. Il y a eu une bombe qui a éclaté là-bas, qui a fait briser toute la partie le long du fleuve du Congo. Il y a eu même des vitres brisées. Je n'ai pas vu une réflexion des Congolais pour dire c'est contre qui ils ont importé cette bombe-là. Comment ils pouvaient avoir une bombe aussi forte? Parce que s'ils en envoient 6 ici, Kinshasa est paralysé. Est-ce que nous avons réfléchi à ça? Rien. Les Rwandais viennent de s'octroyer plusieurs hectares de terre ici, en face de Kinshasa. N'est-ce pas? Nous sommes tous ici à la portée de l'œuvre ici. Kinshasa, ils peuvent détruire n'importe quel bâtiment administratif comme ils veulent, avec des petits missiles à courte portée. Mais quand ils étaient en train de s'installer, personne n'a parlé. Les Britanniques sont en train de vouloir emmener les combattants afghans qui étaient sous le commandement qui ont échoué en Afghanistan. On veut les emmener au Rwanda. Tout le monde proteste, sauf les Congolais. La diplomatie congolaise n'en parle presque jamais. Et donc nous sommes en train de nous interroger sur, n'est-ce pas, ce vide intellectuel que nous avons installé. Et comme vous le savez, n'est-ce pas, la nature a horreur du vide. Quand nous, intellectuels, nous laissons un vide là-dessus, voilà ce qui peut nous arriver. Les chiromanciers prennent notre place et nous, n'est-ce pas, nous devenons ce que nous sommes devenus. Aujourd'hui, la guerre est là, n'est-ce pas? Et elle se mène sur plusieurs fronts. La guerre ne se mène pas seulement sur le front militaire, sur plusieurs fronts, n'est-ce pas? Même sur le front sexuel. Ça vous en a parlé ce matin. Comment, n'est-ce pas, ils sont en train de peaufiner des stratégies, n'est-ce pas, pour remplacer nos femmes par leurs filles, n'est-ce pas? Et quand nous aurons des enfants avec leurs filles, les enfants ont toujours le vrai parent de l'enfant, c'est qui? N'est-ce pas? C'est la maman. Oui, même si moi je suis sûr de mon père parce que j'ai eu le sang. Bon, de toutes les façons, n'est-ce pas, l'enfant est plus porté. Nous les papas, nous devons faire un effort pour que les enfants nous aiment. Parce que naturellement, n'est-ce pas, l'enfant est du côté de sa maman. Et on vous l'a dit, quand nous aurons tous ces neveux, n'est-ce pas, un jour ils deviendront, ils vont penser où? Ils vont penser Kinshasa ou Kigali. Voilà. Alors, donc ici,
nous avons une guerre multiforme, économique. Déjà, je vous informe que la balkanisation économique est déjà là. Le prof qui est intervenu le matin, le diplomate, n'est-ce pas? Mathieu, il vous l'a dit, sur le plan monétaire, non monnaie ne fonctionne qu'ici à Kinshasa. Quand vous allez dans les frontières, nos monnaies sont dominées et par les dollars et par les monnaies, n'est-ce pas, des pays voisins qui nous dominent économiquement. La balkanisation économique est donc déjà là, n'est-ce pas? Et nous sommes constamment agressés. Est-ce que nous avons déjà un centre ou un petit cercle où nous réfléchissons sur la guerre? Un ministre me dit qu'il va au Rwanda, on lui donne l'autorisation d'amener seulement 2 de ses collaborateurs. Il arrive au Rwanda, un ministre de la coopération, quand il doit parler, il se retrouve devant une salle pleine de jeunes gens, n'est-ce pas? Quand il aborde les aspects sécuritaires, il voit le groupe là en train de noter. Quand il aborde les aspects économiques, il voit un autre groupe en train de noter. Et ces gens-là, après ça, ils vont aller se mettre d'accord pour dire qu'est-ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que nous devons faire pour, n'est-ce pas, les contrer. Et ici, chez nous, on a un vide. Et même si on a créé le centre, on a parlé ici du chest, hein, le centre et l'école de guerre. Ce sont des structures créées par les Français, où c'est l'idéologie des stratégies des Français qui sont enseignées. Ce n'est pas un groupe où les Congolais se mettent seuls, parce que les problèmes du pays, il y a des secrets que nous devons faire seuls. Or, à chaque réforme ici, ils sont là, avec leurs chips, avec leurs ordinateurs, avec leurs logiciels, n'est-ce pas, avec leur argent, et donc aussi avec leurs idées. Il nous faut une armée républicaine. Est-ce que nous y réfléchissons? Quelle est la nature de notre armée? N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devons faire pour contrer ce qui nous arrive? N'est-ce pas? Il nous faut une guerre. Quel type de guerre nous devons mener? Et ici, n'est-ce pas? Je nous remets en question, nous les intellectuels. N'est-ce pas? Nous ne débattons jamais entre nous. Nous aimons citer les auteurs étrangers. N'est-ce pas? Or, je suis prêt à contester tous les auteurs étrangers qu'on a cités. Tous. Le professeur Mabassa nous a parlé des fonctionnalistes. Mais ce sont les théoriciens qui nous ont mis en moule. N'est-ce pas? Il y a un prof qui a parlé d'un certain racine pour ceci ou cela, les trucs communs. Toutes les théories des économistes, ce sont des théories contestables. N'est-ce pas? Ricardo, avantage comparatif, qu'on continue à enseigner à nos enfants. Est-ce qu'on les enseigne avec critique, esprit critique? Non. N'est-ce pas? Donc, et je repose toujours cette question-là. N'est-ce pas? Est-ce que nous avons des intellectuels au pays? En 1983, dans ma thèse de doctorat, j'avais posé cette question. Les Zaïre a-t-il des intellectuels? N'est-ce pas? Je termine dans 2 minutes. Et nous les diplômés universitaires, mais nous avons échoué en tout. Même parce que je suis dans une université catholique, n'est-ce pas? Je l'ai dit, même les théologiens ont échoué. Si vous voyez, si vous observez, n'est-ce pas, l'ensemble de tous ces vendeurs de Christ, n'est-ce pas? C'est que nous avons échoué. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis par là, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? D'abord, je n'aime pas qu'on me pose cette question parce que je suis un vieillissant. J'ai participé, n'est-ce pas, à la situation. Je suis solidaire avec ceux qui ont mis le pays en boule, n'est-ce pas? Et quand nous vous posons des questions, c'est à vous-même de chercher des solutions. Ici, n'est-ce pas, je voudrais terminer en disant que
il nous faut une éducation à la guerre. Apprendre à nos enfants que la guerre n'est pas une chose mauvaise, mais qu'il faut l'affronter lorsqu'elle arrive. N'est-ce pas? Il faut apprendre à nos enfants à cultiver la haine des haineux. C'est-à-dire la haine de ceux qui nous haïssent. N'est-ce pas? Il nous faut une académie discrète, n'est-ce pas? De l'intelligence pour comprendre, créer des filières pour nous connaître, pour renforcer notre enseignement. Notre enseignement ne doit pas chercher à imiter les universités belges. Notre enseignement doit d'abord être l'émanation des problèmes qui sont posés chez nous. Nos universités doivent être capables de résoudre les problèmes du pays d'abord, avant de penser ailleurs. N'est-ce pas? Et je suis en train, n'est-ce pas, de me poser des questions sur les jeunes aujourd'hui, les jeunes qui sont, vous tous, n'est-ce pas, vous êtes tous soumis à une crétinisation massive, à ce que Kaman appelait une imbécilisation massive. Lorsque vous passez votre temps, n'est-ce pas, à discuter sur le football, vous admirez l'intelligence qui se trouve sur les pieds de Mbappé. Ça vous aide à résoudre quel problème de votre pays? Crétinisation par les sectes religieuses, n'est-ce pas? Par la musique, par le football, n'est-ce pas? Et ça crée quoi? Ça crée une jeunesse inconsciente, n'est-ce pas? Et je vous invite, vous qui êtes là, n'est-ce pas, à prendre conscience que vous devez faire partie de cette jeunesse qui doit pouvoir changer les choses, qui doit pouvoir réfléchir autrement, qui doit être prête à faire la guerre. Je vous remercie. Merci, professeur, pour votre témoignage et même votre lecture de voie de sortie pour retrouver la paix. Chers participants, nous retenons du témoignage du professeur, entre autres, le rappel du fait que les conflits sont inhérents aux relations humaines. Hein, donc ça, c'est une loi universellement reconnue. Les profs ont souligné que la paix est tant fragile, nous devons préconiser l'enseignement de la haine. C'est son point de vue, c'est discutable, n'est-ce pas? Mais moi, je voulais quand même faire remarquer que d'une manière ou d'une autre, la culture de la haine, de la violence est en train de s'installer dans nos habitudes quotidiennes. Vous avez suivi. Comment les Congolais ont agressé le Rwandais à Bruxelles, je crois. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il n'y a pas très très longtemps. Moi-même, j'ai participé à un colloque de moralistes à Nairobi. Il y avait des Congolais, il y avait des Rwandais. Parmi les thématiques, il y avait aussi la thématique de la paix qui était abordée. Mais je sentais la haine quand c'est un Congolais qui prend la parole, qui s'adresse aux Rwandais ou vice-versa. On sentait vraiment qu'il y avait la tension. Et nous avons aussi observé la manière dont les populations actuellement font justice en traitant les Koulouna. Je suis mère de famille. Ma dernière fille commence l'école et c'est sa
tante, ma petite soeur, ma jeune soeur lui dit au bandit classe, ceux qui me disent à Bédieu, vous voyez, je crois que nous sommes nombreux à avoir déjà donné ces conseils-là à nos enfants. Sans peut-être analyser l'ampleur que cela peut avoir dans l'éducation de nos enfants. Voilà, le bon début de la oui, donc nous prenons deux questions. Voilà, il aura à s'exprimer. Donnez la balle, oui, les deux au milieu. Ok, merci beaucoup, professeur Bonguéhi, pour votre exposé. Je suis Thomas Gaston, étudiant en première licence de théologie. Vous êtes conscient que vous, les professeurs des universités, vous avez une part de responsabilité en détruisant ces pays. Vous avez échoué. Et voilà qu'aujourd'hui, au lieu de nous enseigner à la génération future le sens du patriotisme et le civisme, le sens du bien sur le mal, mais vous, en tant que professeur d'université, vous soutenez d'enseigner la haine. Ne pensez-vous pas que c'est un danger très grave? De quelle haine parlez-vous? La haine tribale, la xénophobie ou autre? Merci. La haine positive. Merci, cher professeur, pour la parole accordée. Je suis Élie Florent Moubouya, étudiant en droit philosophie. Cher professeur, ce n'est pas aujourd'hui que nous avions commencé à parler ou à cogiter autour des questions de la guerre de l'Est. Je pense même depuis l'école primaire, lorsque cette affaire des 1-23 avait repris, nous, tout petits, parlions de cela. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que le problème est beaucoup plus interne dans la mesure où le Congo, en le comparant avec les nations occidentales, le Congo, comme la plupart des nations africaines, sont des jeunes nations. En plus du simple fait qu'elles soient des jeunes nations, c'est en fait, on nous a obligés de former un seul peuple. Je m'explique. Lorsque le Congolais actuel a été à la rencontre des premiers occidentaux. Merci. Il y avait déjà plusieurs royaumes et empires au niveau du Congo. Raison pour laquelle même aujourd'hui nous le sentons, nous constatons que c'est difficile pour que le Congolais puisse accepter l'autre. Nous le voyons même lorsqu'il faut former le gouvernement, il faut qu'il ait une représentation de certains points. Donc ce n'est plus de la méritocratie. Ne pensez-vous pas que la balkanisation serait aussi une bonne chose? Merci. S'il vous plaît, nous allons aussi accorder la parole au professeur Joseph pour les micros. Donnez les micros d'abord au prof là. Pour une contribution. Merci beaucoup au professeur Bonguéhi. Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Mais mon inquiétude, en fait, c'était pour le prof d'hier, mais il est revenu là-dessus. C'était Ngoma Binda. J'ai entendu aussi le prof Bissa revenir là-dessus lui-même. Et sur les murailles intellectuelles. Je crois que c'est bien Jacques Attali qui distingue trois sortes d'élites.
Il parle de l'élite de la science, du savoir. Il y a l'élite de l'argent ou du pouvoir, ce qui nous gouverne, et l'élite de la renommée, les musiciens et les autres, ceux qui font des spectacles et des scènes là. Ils sont aussi une élite. Et il dit que dans une démocratie, si l'élite du savoir est négligée, cette société-là tombera nécessairement en déclin. Je suis d'accord avec lui. Mais la question, ce que je voulais vraiment savoir, c'est la part de l'intellectuel. Nous savons que nous sommes une crème pour une société, et je le dis bien pour nous, intellectuels congolais. Je le dis bien, je vous ai connu seulement par les noms, par les écrits aussi. Il y en a tant d'autres. J'avais beaucoup d'admiration pour certains. Alors, en les lisant, lorsqu'ils entrent dans, ils combinent en devenant élite du pouvoir et élite du savoir, ça change tout. Les langages changent. Et ils tournent le dos pratiquement au vrai savoir. Alors, c'est là mon inquiétude. Nous, comme intellectuels, notre part de responsabilité, et ne sommes-nous pas vraiment cause aussi de tout ce que vous dénoncez aujourd'hui, nous-mêmes. Et pour finir, vous parlez de la haine. C'est vrai, moi je donne le cours de la morale. Je sais que la haine, c'est une puissance. Mais je distingue. Il y a la haine positive et la haine négative. Haïr, par exemple, la corruption, c'est une bonne chose. Haïr le mal, c'est une bonne chose. C'est faire une violence pour ne pas faire ceci, c'est une bonne chose. Mais ici, j'ai essayé de vous comprendre tout petit peu après, mais je pose la question, si vous comprenez la haine dont vous prêchez ici comme une autodéfense vis-à-vis de l'ennemi, ou c'est dans quel sens? Parce que la haine négative est horrible pour une société et rationnellement ça ne tient pas. Du point de vue sans parler de la foi ou quoi que ce soit, mais du point de vue rationnel, un homme rationnel, apprendre à un enfant à être violent, à être haineux, c'est quand même horrible. Par contre, si c'est parce que c'est pour raison de survie, s'il ne le fait pas, il ne vivra pas, ça c'est autre chose. Mais je ne sais pas si il pouvait avoir plus de précision dans ce sens. Merci. Merci, les profs. 2 minutes pour répondre à ces préoccupations. D'abord, je m'excuse, Madame la modératrice, je vous remercie pour la compréhension. Je ne me sens pas très bien, je suis sous cul. Voilà pourquoi il faut que j'aille vite voir mon médecin. Et c'est pourquoi j'ai demandé cette faveur de pouvoir répondre. Et je remercie beaucoup les uns et les autres parce que j'ai risqué de laisser beaucoup de malentendus. Enfin, on allait avoir beaucoup de malentendus. D'abord, je commence par mon collègue, n'est-ce pas? Et nous raisonnons de la même façon sur la haine. La question que vous avez posée, nous raisonnons de la même façon. La haine j'ai même dit ici, la haine des haineux. C'est-à-dire la haine de tout ce qui menace, n'est-ce pas, notre existence. Je pense que c'est dans ce... Même quand vous donnez les cours de morale, n'est-ce pas, la morale est bien quand la société est en paix. N'est-ce pas? Quand nous sommes... Moi, je conseille même la morale, le bien, n'est-ce pas, tant entre nous. N'est-ce pas? Un amour hypocrite envers le voisin, n'est-ce pas? Et transformable en haine en cas d'hostilité. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord. Bon, Attali a écrit, j'ai lu ce texte-là, mais c'est fait pour l'Europe. C'est vraiment, il a parlé de sa société ici chez nous. J'ai même l'ami qui m'a envoyé ça, je lui ai fait cette remarque et cette observation-là. C'est bien pour là-bas, mais pour nous ici, n'est-ce pas? Est-ce que nous devons suivre le même chemin? Alors, il y a très rapidement, n'est-ce pas,
mon ami qui a parlé de ce problème de la responsabilité, je pense que au lieu de prêcher le sens du patriotisme, je prêche la haine. Est-ce que j'ai prêché la haine entre nous ou contre les autres? Contre les. Donc, est-ce que ce n'est pas ça le patriotisme? Aimer sa patrie et la défendre contre tous les ennemis. Je pense que mon ami Florent, n'est-ce pas? Vous savez, quand nous étions à l'université, notre faculté de sciences sociales était envahie par les Américains. Le professeur Crawford Young est venu avec un groupe d'Américains. Leur but, c'était de montrer qu'au Congo, il n'y a pas un problème de classe sociale, d'exploitation des uns par les autres. Il y a plutôt des questions ethniques, n'est-ce pas? Et tout le mémoire, c'était l'ethnicité, l'ethnicité, l'ethnicité. Je voudrais vous dire que toutes les nations du monde ont des ethnies. Mais il y a un effort qu'on fait, n'est-ce pas, pour créer une supranationalité, n'est-ce pas, au-delà. Et c'est un effort politique. En France, les Corses continuent à se considérer comme des Italiens, n'est-ce pas? Il y a les Basques, il y a les Bretons, il y a des tribus là-bas. D'ailleurs, nous savons qu'en Espagne, Barcelone avec les Catalans veulent se détacher, n'est-ce pas? En Angleterre, il y a les Irlandais, les Islandais, les pays de Galles, etc. Ce sont des problèmes qui se posent partout, mais il faut créer un vouloir vivre ensemble. Nous avons une histoire commune, n'est-ce pas? Le prof Kaumba a fait une observation ici, n'est-ce pas, sur la géographie. Pourquoi le colonisateur a minimisé les cours de géographie? N'est-ce pas? Moi, mon Adam Maël était. À ta géographie, l'histoire a échoué. Or, ce sont des cours capitaux, n'est-ce pas? Pour justement créer cette citoyenneté nouvelle. Et donc, tous les pays sont formés par des multi-ethnies, n'est-ce pas? Même en Allemagne, il y a des tribus, n'est-ce pas? Alors, si nous voulons être forts, là, ce que vous dites là, vous nous conseillez vraiment d'aller dans la tête, faire la tête de ceux qui veulent nous diviser. Et finalement, ils vont créer des républicains où nous allons commencer à nous battre à tout moment, n'est-ce pas? Et ils vont trôner. Mais si nous créons un pays fort, pour terminer, madame, je voudrais vous dire que l'histoire de ce pays est celle-ci. Quand Léopold II, n'est-ce pas? Quand nous entrons en contact avec les Blancs, les premiers à souffrir, c'était le peuple du Bas-Congo. Quand Léopold II avait besoin du caoutchouc, n'est-ce pas? Il a utilisé le peuple des grandes forêts pour se constituer le capital qui a servi à financer l'industrie minière au Katanga, n'est-ce pas? Qui a utilisé la main-d'œuvre du Kasaï et du Maniema et même quelques Rwandais, n'est-ce pas? Et pour réunifier ce pays, mettre le pays dans son pouvoir, il a créé une armée. L'armée était essentiellement composée de Bengales. Ils ont commencé par recruter les Bakongo dans l'armée, n'est-ce pas? Les Bakongo, ce sont des gens doux qui ne sont pas, n'est-ce pas? Ils ne sont pas prêts à faire n'importe quoi. Alors que quand ils sont allés trouver à l'Équateur des peuples, hein, voilà, ils les ont recrutés. Et c'est cette armée-là qui a créé ce Congo. Nous avons une histoire commune que nous devons, n'est-ce pas, valoriser. Les problèmes des tribus. Moi, personnellement, j'ai eu des enfants, n'est-ce pas, avec... je me suis beaucoup. J'ai eu des enfants, n'est-ce pas, avec... quand je dis j'ai, c'est-à-dire moi-même, mes enfants, mes petits-enfants, ils ont épousé partout, n'est-ce pas? J'ai des Bakongo, j'ai toutes les provinces chez moi. N'est-ce pas? Nous devons créer cette nation-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité, pour le partage de votre lecture sur la situation de la RDC et pour notre rétablissement. Protocole occupé pour s'il vous plaît.
droit politique et un master en sciences politiques, orientation relations internationales de l'Université catholique de Louvain. Il a une licence en théologie politique du théologat des jésuites de Boston aux États-Unis. Le prof est bachelier en philosophie de la faculté de philosophie Saint-Pierre-Canisius-Kimoïsa. Il est professeur des universités, il enseigne entre autres à l'USAKI, à l'UPEN, à l'UCEN et à Omnia Omnibus. Il enseigne l'histoire de l'Afrique post-coloniale, l'histoire des relations internationales et l'histoire de l'Église. Son exposé s'intitule « Quid de l'insécurité récurrente à l'est de la RDC ». J'allais oublier de vous dire que le prof a publié un livre très intéressant, et voici, intitulé « Les basculements géopolitiques de l'Afrique des Grands Lacs, décennie 1990 ». C'est un ouvrage qui est apparu à l'édition L'Armada. Professeur, vous avez la parole. Merci. Je ne sais pas si la projection est claire. C'est pas clair, hein? Ça, je l'ai déjà. On attend un peu, on va mettre notre écran. Maintenant, c'est clair. Donc le titre de mon exposé est le suivant: Quid de l'insécurité récurrente à l'est de la RDC. Ici, je vais souligner quelques niveaux d'analyse pour comprendre ce qui se passe à l'est de la RDC. Depuis près de 3 décennies, on est dans cette insécurité. Et pourquoi cela persiste-t-il?
c'est le problème du Congo, pas de l'Est. On peut passer à d'autres diapositives. Voilà, je souligne 3 niveaux d'analyse ou 3 causes. La première, c'est l'importance géostratégique et économique du Congo-Zaïre. Et le deuxième niveau d'analyse sont les velléités expansionnistes des voisins et la convoitise des richesses du Congo par les grandes puissances. Et enfin, il y a la faiblesse de l'État congolais. Ce que presque le professeur Ogeli a dit ici. Je vais le dire en conclusion. Le premier point, l'importance géostratégique et économique du Congo. C'est un facteur qui attire la convoitise des grandes puissances et des voisins. C'est quoi cette importance géostratégique et économique? D'abord, l'importance géostratégique, c'est la taille du pays. C'est un vaste territoire. Vous connaissez les temps du pays, vous avez étudié la géographie, l'histoire, tout ça, vous connaissez, pas rentrer dans ces détails. Et puis le peuple congolais l'a dit, le Congo est entre les 9 voisins. Au centre, au sud, à l'est, à l'ouest. Et c'est le deuxième grand pays en Afrique après l'Algérie qui recouvre la grande partie du bassin du Congo. Le bassin du Congo va jusqu'au Cameroun. Et la grande partie du bassin du Congo se trouve ici chez nous. Donc c'est ça, sa dimension internationale, donc sur l'étendue. Et son débit, c'est le deuxième au monde après l'Amazonie, et depuis le fleuve Congo. C'est un pays immense où le parcours, il faut 2 heures de vol, n'est-ce pas? Dans toutes les directions du Congo. Quand je suis arrivé pour la première fois à l'est du pays, je me trouvais dans un autre pays. À Goma, c'était comme si c'était un autre pays. Même si parfois les paysages, quand vous allez à Matadi, vous avez les paysages que vous avez à Bukavu. Il y a des ressemblances. Et il y a 2 fuseaux horaires dans le même pays. Ça, c'est du point de vue de la taille. Donc, les Congo ont une dimension internationale. Son importance économique, on vous en parle. Les ressources naturelles du Congo ne sont pas à démontrer. C'est un scandale géologique. Les minéraux dont la technologie de pointe a besoin aujourd'hui se trouve au Congo. Et puis, le Congo représente 13% du potentiel hydroélectrique mondial. 13%. Hydroélectrique. Quand je faisais mes études en relations internationales à Louvain-la-Neuve, un professeur nous avait dit que dans les 50 ans à venir, la guerre va se jouer autour de nous. Donc, le Congo doit aussi s'attendre à une autre guerre autour de nous. Donc, ces 2 facteurs, la taille du Congo, soit la dimension internationale et l'importance économique, sont 2 facteurs qui font du Congo, qui donnent au Congo un rôle important à jouer dans le monde, et surtout en Afrique. Donc le Congo devient un acteur de l'intégration, un acteur clé de l'intégration politique et économique de l'Afrique. À partir de ces 2 facteurs, le Congo a un rôle à jouer comme moteur de croissance pour toute la région et comme centre de la révolution et de la renaissance de toute l'Afrique subsaharienne. Et les grandes puissances ont compris cela. Pendant la guerre froide, les Américains ont installé leur hégémonie ici, au Congo, à travers Mobutu, soi-disant pour protéger le Congo, pas soi-disant pour protéger le Congo contre le communisme, pour que le Congo ne bascule pas dans le camp communiste. Si le Congo basculait dans le camp communiste, les Américains perdaient leur influence au Congo et dans toute la région des Grands. Après la guerre froide, que se passe-t-il? La géopolitique internationale change. Les communistes, ce n'est pas une menace, depuis une menace. Et donc, les Américains et les autres puissances occidentales devaient maintenir leur hégémonie au Congo. Il fallait changer de stratégie maintenant. Mobutu,
n'était plus l'homme qui devait jouer le rôle. À l'époque, on a préféré Mobutu à Lumumba. Lumumba était trop fort pour que les Américains maintiennent leurs intérêts ici. Et après la guerre froide, Mobutu n'a plus ce rôle à jouer. Il faut le remplacer par quelqu'un d'autre. On entendait les Kabila, Kabila était très fort pour la éliminé. Maintenant, il faut utiliser Kagame. C'est ce qui se passe maintenant. On utilise Kagame pour maintenir cette influence américaine au Congo. Alors, la question que je me pose avant cela, est-ce que le Congo est conscient et capable de jouer ce rôle? Le deuxième point, le deuxième facteur, la technologie. Le deuxième facteur sont des velléités expansionnistes des voisins, le Rwanda, l'Ouganda, et la convoitise des richesses du Congo par les grandes puissances. En 1994, il y a le génocide au Rwanda. Et ce génocide a eu des conséquences fâcheuses au Congo. Pourquoi? Le Rwanda a d'autres voisins. Pourquoi le génocide rwandais a-t-il déstabilisé le Congo autant et pas d'autres voisins? Pourquoi les réfugiés, pour tout qui fuyaient le FPR qui avait pris le pouvoir à Kigali, se sont déversés sur le Congo, le territoire congolais? Pourquoi ne sont-ils pas allés en Tanzanie, en Ouganda ou au Burundi? D'après Charles Konana, qui a fait des études approfondies dans les détails, cela était voulu par les Occidentaux. En fait, le génocide rwandais a été provoqué par les Américains pour atteindre le Congo. L'objectif, c'était le Congo. Alors, ils ont tout fait. Ils ont fermé les autres frontières et ouvert les frontières du Zaïre à l'époque pour que le Hutu fuit d'abord au Zaïre et avoir des raisons de les poursuivre. En le poursuivant, on cessa le Congo. Et c'est ce qui se passe. Les réfugiés Hutus, à peu près 1,5 million de réfugiés, viennent au Congo à l'est, à la frontière avec le Rwanda, à Bukavu et Tiamouni. Cette présence avait un double impact. D'abord, sur le plan interne du Congo, il y avait déjà des tensions ethniques entre ceux qu'on appelle les Rwanda, c'est-à-dire les Hutus qui vont couvrir les Tutsis qui vivaient déjà au Congo. Donc les Tutsis sont des Banyamulenge. Donc les tensions ethniques sont attisées par cette présence. Les gens qui viennent de Rwanda, les Hutus qui viennent de Saïd. Et le deuxième impact, c'est ce que le Rwanda va présenter comme raison, motif d'intervenir au Congo. Les Rwandais qui sont là, les Hutus qui sont à la frontière, ne sont pas, on ne sépare pas les civils, les ex-FARC, les militaires, ils sont mélangés. Et le HCR a organisé des camps de réfugiés. Ils sont là. Et ces réfugiés, comprenant les soldats de l'armée, des forces armées rwandaises de Yarimana, sont une menace pour le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas accepter qu'il y ait ces militaires à ses frontières. Et donc le Rwanda va tout faire pour démanteler ces camps de réfugiés. Et c'est ce qu'ils vont faire. Mais comment parvenir à cela? Parce que s'ils viennent comme armée rwandaise, c'est une agression d'un pays étranger. Mais il faut intervenir. Ils vont exploiter des tensions ethniques. Les Banyamulenge qui vivaient déjà au Congo, une partie des jeunes ont combattu aux côtés du FPR. Quand le FPR était encore en Ouganda, ils ont commencé à attaquer en 1990. À l'époque, j'étais au Rwanda, j'étais au Cynthia, j'ai vécu cela. Je suis parti après avant le génocide. Et ces jeunes Banyamulenge ont combattu avec le FPR. Après, ils reviennent à Bukavu, au Kivu. Et les gens qui le voient, ils ne les supportent pas. On commence à les attaquer.
Et Kagame va exploiter cela pour dire quoi? Les Tutsis au Congo sont menacés d'épuration ethnique. Donc il faut les défendre. Et c'est ce que Kagame va faire. Mais Kagame et Museveni savent que s'ils viennent comme cela, ce sera une agression. Ils vont utiliser les Congolais. À l'époque, il y a eu des Congolais qui s'opposaient à nous. Ils ne pouvaient pas exploiter l'opposition interne comme UDPS parce que l'opposition interne avait renoncé à la lutte armée. Ils vont se rappeler, il y avait un certain Kabila en 1986. Kabila a attaqué l'armée zaïroise Moba. Et on va comprendre Bouguera, on va comprendre Massacho, on va comprendre Kissa Segan. Et avec les 4 là, ils vont créer la FDR. Donc c'est eux qui vont être à la tête. Donc on va donner à cette guerre une coloration nationale. Mais c'est le Rwanda et l'Ouganda qui sont derrière. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont attaquer le Congo à partir de là. C'est comme ça que ces armées se sont installées au Congo. C'est depuis ce temps que le Rwanda et l'Ouganda, les armées ougandaises et rwandaises sont au Congo. Donc, ils sont partis de cette raison. Le droit de poursuite, d'abord, le droit de poursuite de Hutu et des ex-FARC, des Interahamwe, qui menacent la sécurité du Rwanda. Donc la raison sécuritaire, c'est la raison qui est avancée, même si cette raison n'est pas valable. Pas valable. Et le professeur Mongeli l'a dit. Personne ne peut condamner le Rwanda. Aucun État, en relation de ces nations, nous disons, sur la scène internationale, c'est l'anarchie. Chaque État est responsable de sa sécurité. Si le Rwanda dit ma sécurité est menacée à partir de l'Est du Congo, je dois intervenir. Qui va lui interdire? Parce que c'est ça qu'un État doit faire. Donc les Congolais que vous êtes, il ne faut pas parler de communauté internationale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de communauté internationale. Il n'y a pas un super État qui doit donner des ressources à un autre État. Sur la scène internationale, c'est l'anarchie. Ce qui compte, c'est la puissance. Si vous n'êtes pas puissant, taisez-vous. On va vous écraser. Et le prophète l'a dit. Les territoires, il faut les défendre. Si vous ne les défendez pas, on va vous l'arracher. Les minéraux, vous les avez. Mais il faut en faire quelque chose. Nos ancêtres ont vécu sur les volcans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Aujourd'hui, ils sont contents d'avoir un ordinateur, un téléphone, un smartphone. Laissez les gens qui peuvent utiliser de l'avoir. Pourquoi vous les avez empêchés? Vous avez besoin de téléphone. Si vous voulez pas qu'ils le prennent, défendez ça et exploitez vous-même et transformez cela. C'est ça la réalité sur la scène internationale. Donc, en dehors de cette raison sécuritaire, il y a aussi la raison économique pour le Rwanda et le Ghana. Le Congo répond aux besoins économiques du Rwanda. Le Rwanda est un pays pauvre, et l'espace. Le Rwanda a besoin d'espace. Donc, je pense qu'ils peuvent étendre son territoire jusqu'au Congo parce que les Congolais ne parlent pas de leur territoire. Donc, il y a ces ambitions annexionnistes. On vous a parlé du projet de l'Empire Himatutsi que le Rwanda et le Ghana veulent constituer au centre de l'Afrique et même plus loin. Donc, ce sont des raisons qui font que les armées ougandaises et rwandaises viennent au Congo, évidemment soutenues par les Occidentaux qui veulent exploiter les minéraux du Congo. S'ils exploitent ces minéraux du Congo à travers le Rwanda, les Américains ne voient pas. Personne ne parle des Américains que les Américains sont allés sur le Congo. Mais c'est eux qui donnent la logistique. Donc, ils se cachent derrière ces pays-là, qui ont aussi leurs ambitions. Le troisième facteur, c'est la faiblesse de l'État congolais. Toutes ces causes, je veux bien qu'elles soient des facteurs de déstabilisation du Congo, mais elles ne suffisent pas. Si le Congo est déstabilisé à ce point, c'est parce que le Congo est faible. Donc le Congo porte en lui-même les germes de sa déstabilisation. Donc les causes exogènes ne pouvaient pas affecter autant le Congo si le Congo était un pays stable sur le plan politique d'abord. Et la crise congolaise commence en 1960. 5 jours seulement après l'indépendance, c'est la mutinerie de la force publique. Et cette mutinerie va déboucher sur une crise constitutionnelle le 5 septembre avec, comment on appelle ça?
la révocation mutuelle du Premier ministre et du chef de l'État. La crise commence là. Et puis après l'assassinat de gouvernement, c'est la sécession. Pendant 5 ans, c'est l'anarchie. Il n'y a pas de cohésion nationale. L'unanimité que les hommes politiques avaient en prenant le pouvoir, en prenant l'indépendance, voulaient aller avec ce qu'on vient de dire, le nationalisme. Ce sont des ethnies maintenant qui commencent à se battre, ainsi de suite. Et la crise commence là. Quand j'ai fait mon devoir de licence en histoire européenne, j'avais dit que cette crise, j'ai parlé de la crise congolaise, de la recherche de la crise congolaise à la recherche de la paix. J'ai dit que cette crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est la même que nous avons connue en 1960. C'est comme un feu qui essaie de s'éteindre, mais après, quand il y a 80 ans, ça s'attise. Donc, c'est cette crise qui est anarchie, et 5 ans d'anarchie, le haut commandement de l'armée prend le pouvoir par la force, avec Mobutu en tête, et Mobutu installe une dictature. On a près de, on dit 32 ans, bon je dirais pas 32 ans, il faut enlever 5 ans. Parce qu'entre 1965 et 1970, Mobutu avait travaillé. Près de 3 décennies, il a installé une dictature, il y a eu beaucoup de problèmes, et les hommes politiques travaillaient non pas pour développer le pays, mais pour se maintenir au pouvoir, flatter Mobutu pour que les gardes en poste, ainsi de suite. Et vers la fin de la décennie 80, début 90, la géopolitique internationale change. C'est la fin de la guerre froide. Mobutu n'est plus soutenu par les Occidentaux. Et il y a des revendications sociales, économiques qui vont se traduire même en lutte armée. Bon, avant, vers la fin des années 70, il y a les 2 guerres de Chaba. J'ai parlé de la guerre de Mouba par le Rabbi Kabila. Et en 90, bon, c'est pas une lutte armée comme telle, mais c'est plutôt la contestation du pouvoir de Mobutu. Déjà, dans les années 80, au sein du parti, il y a eu des contestations avec les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS. On sent déjà que le pouvoir de Mobutu commence à être fragilisé à partir de ce moment-là. Et donc, cette crise sociale, la grande sociale va le bouger à cela avec la géopolitique internationale qui change. Et Mobutu est forcé de changer son régime, c'est le processus de démocratisation. Il y a des gens qui ont vécu ça, le professeur peut nous en parler en long en large. Et on n'a pas, la conférence nationale souveraine a fait un beau travail, mais le régime Mobutu n'a pas appliqué les acquis de la conférence nationale souveraine. On est en train dans une période de transition qui est tirée en longueur jusqu'à ce que l'AFDL vienne prendre le pouvoir. Et on a ce que nous avons aujourd'hui. Donc ce sont ces éléments-là, la faiblesse de l'État congolais, qui font que les voisins, les Occidentaux, puissent déstabiliser le Congo. Que faire pour conclure? Je dirais que, comme je l'ai dit, l'État congolais, le Congo, est un État souverain. Et donc, il est responsable de sa sécurité et de son intégrité territoriale. Aucun État ne le fera à sa place. C'est le Congo qui doit défendre son territoire. Le Congo doit s'approprier le rôle que lui donnent ses atouts, sa taille, sa dimension internationale et son importance économique. Alors, je vous remercie. Merci, professeur. Vous nous avez fait gagner 5 minutes et nous notons à l'issue de votre communication que la naïveté, l'obscurantisme caractérisé les Congolais font que nous n'arrivons pas à sécuriser ni à défendre l'intégrité territoriale. Hier, le doyen Kaoumba parlait des questions qui revenaient toujours aux examens d'État, je crois que c'était ça. Et moi, je me souviens aussi à notre époque, il y avait une question qui revenait toujours. Les Zaïre est un pays hospitalier. Voilà, on se plaisait comme ça, hospitalier, c'est-à-dire on sait accueillir les étrangers. Or, les étrangers avaient un agenda caché et voilà là où nous nous retrouvons aujourd'hui.
Je me tourne vers mon voisin de gauche, qui est le professeur Patience Kabamba. Il est originaire de la RDC. Comment? De père et de mère. Voilà, après avoir dirigé les programmes d'anthropologie à l'université Utah Valley aux États-Unis, le professeur Patience Kabamba a récemment été nommé professeur d'anthropologie à l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle à Kinshasa. Il est consultant international sur la foresterie communautaire, la protection et la préservation de la biodiversité dans les forêts du bassin du Congo. Le professeur Patience a écrit une vingtaine d'articles dans des journaux internationaux de grande qualité et quatre ouvrages sur ses expériences anthropologiques dans la communauté Nandé de Butembo, dans les Grands Nord Kivu. Sur ses expériences comme étudiant et professeur aux États-Unis d'Amérique et sur sa vision du Congo. Il est titulaire de diplôme universitaire en mathématiques, l'ISP 8, dans les Kwilu, en études du développement en Durban, RCA, en philosophie, qu'il a fait à Paris et à Louvain, et en anthropologie culturelle en 2008 à Columbia, Université de Columbia à New York. Il a une expérience d'enseignement exceptionnelle, diversifiée sur plus de 20 ans dans diverses parties du globe. Dans le passé, le professeur Patience Kabamba était consultant pour les programmes des Nations Unies pour le développement plus dans le cycle sur la question des armes légères et des petits calibres à l'est du Congo. Il était aussi consultant pour la Banque mondiale sur les structures locales des responsabilités au sein de l'unité de bonne gouvernance. Avec la Banque mondiale, le docteur Kabamba a également étudié les finances de la province du Nord Kivu en RDC. Il a aussi travaillé pour l'USAID et a réalisé l'évaluation quinquennale du projet régional pour l'environnement en Afrique centrale. Étant d'origine congolaise, ayant étudié et travaillé aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Europe au cours de 20 dernières années, ayant travaillé comme consultant de multiples agences sur les forêts du bassin du Congo, le docteur Kabamba a une compréhension particulière de la complexité des liens et des dépendances entre les êtres humains, les cultures et les ressources naturelles telles que la forêt, les minéraux et toutes les sources potentielles d'énergie. Cet après-midi, sa communication s'intitule « L'intégration politique et économique de la sous-région des Grands Lacs, une proposition anthropologique ». Vous êtes d'accord avec nous? Merci, professeur. Vous avez la parole pour nous donner l'essentiel de votre communication. Merci beaucoup. Et je voudrais d'abord remercier les autorités de l'USAKIN qui m'ont invité. Ça fait 3 années d'affilée qu'on m'invite, mais en décembre, généralement, je rentre aux États-Unis.
Cette fois-ci, je suis resté et je remercie les recteurs. Je voudrais aussi... je vois qu'on est 13 heures et tout le monde est fatigué. L'avantage de passer le dernier, c'est qu'on a suffisamment de temps, mais malheureusement, les esprits sont fatigués. J'ai suivi au début de mes formations une formation jésuite. Et chez les jésuites, on nous disait, quand tu veux faire une homélie, il faut commencer par une blague. Ça va réveiller l'attention. Et voici la blague que je vous lance. Vous êtes tous très intelligents en français. Je vous donne une phrase. Voilà cette phrase. Ils ne voulaient pas avoir d'enfants, mais ils en eurent. Ils ne voulaient pas avoir d'enfants, mais ils en eurent. Quels sont les temps de verbe? Ils ne voulaient pas avoir d'enfants, mais ils en eurent. Quels sont les temps de verbe? Comment? Ils ne voulaient pas. C'est quel temps? Allez. L'imparfait, quelqu'un a bien dit. Mais en fait, ce qui était imparfait, ce n'était pas le temps, mais c'était le préservatif. Ah, ils ne voulaient pas avoir d'enfants, mais ils en ont eu. Dans les temps, c'est le préservatif imparfait. Ayant été à la pêche pour votre attention, maintenant je décline un peu le sujet. Voici le sujet de ma communication. Il est divisé en deux parties. Une partie théorique, pourquoi la guerre? Et pourquoi la guerre restera une nécessité? Parce que nous sommes dans un moment capitaliste. Et dans le capitalisme, la guerre est un élément fondamental. Je vais expliquer pourquoi. Et la deuxième partie, je vais parler de mon expérience ethnographique, anthropologique. Je passais 10 ans chez les Banande comme chercheur et 2 ans d'affilée dans la communauté Nandi à Butembo. Je vais expliquer la cohésion sociale qu'il y a eu dans cette région, dans cette partie du Congo. Et ma proposition ici, c'est comment transposer cette cohésion sociale bien limitée à une ethnie au niveau national. C'est une proposition anthropologique et à débattre, bien sûr. La guerre, il faut d'abord constituer le Congo dans un contexte de production capitaliste. Nous vivons sous le mode de production capitaliste. Ça veut dire quoi? En peu de mots, c'est quoi? Dans le capitalisme, l'élément le plus important, c'est le profit. Le profit est l'horizon insurpassable du capitalisme. C'est-à-dire, quand vous faites le profit, vous êtes dans le bon. C'est même l'élément axiologique. Personne ne va vous condamner d'avoir fait le profit. Le capitalisme a vu les jours. Bon, on le place maintenant vers le XIIIe siècle, avec les villes italiennes de Venise, Florence et Rome. Mais le capitalisme a subi une transformation importante. Entre le XIIIe siècle et 1914, le capitalisme dominait le monde sous forme que j'appellerais formelle. Ça veut dire quoi? Dans le capitalisme, il y a un cancer, il y a une contradiction fondamentale. Vous voulez faire du profit, mais vous avez des concurrents, n'est-ce pas? Allez, vous vendez des bananes à 2 $, et votre concurrent vend à 1 $. Là, vous allez perdre. Alors que le but, c'est d'avoir le profit. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va inventer une machine, la machine qui vous produit plus. Mais avec la machine, vous diminuez le prix. Vous voulez gagner en quantité. Mais votre voisin fera la même chose. Qu'est-ce qui produit le profit? Est-ce que c'est la machine ou la personne? Et c'est là où Karl Marx est très important. Karl Marx nous dit ceci. Quand vous achetez une voiture, jusqu'à son amortissement, si la voiture a coûté 10 000 $, vous allez épuiser les 10 000 $. Vous n'allez pas dire, donc, écoute, je vais mettre un tout petit peu d'huile seulement pour préserver, pour garder le reste de l'argent. Non, votre engin va souffrir.
seul votre chauffeur vous dit, bon, au lieu de lui payer 50 $, je vais lui payer 20 $. Chez l'humain, on peut le faire, mais tu ne le feras pas chez la machine. Donc la seule personne qui produit le profit, c'est l'être humain. Vous avez une boutique, vous avez fait venir la marchandise de Kinshasa, vous payez le transport net, cash, mais pour faire des bénéfices, vous allez réduire le salaire de votre boutiquier. Donc dans le capitalisme, c'est l'homme en fait qui produit les profits. Mais la contradiction est que vous remplacez cet homme par la machine. Donc il y a toujours ce que Marx appelle la baisse des taux de profit. Le profit diminue toujours dans le capitalisme. Alors, comment résoudre ce problème? Entre le XIIIe siècle et 1914, la baisse des taux de profit était résolue en cherchant de nouvelles terres. Au XVe, on a eu Columbus qui est allé dans les Amériques. Et au XIXe, nous avons eu chez nous. La colonisation était en fait une manière de résoudre le taux de profit dans le capitalisme naissant en Occident. Ils viennent chez nous avec de la pacotille, comme on disait, et ils retournent avec de grandes valeurs pour relever les taux de profit. Mais ce qui s'est passé en 1914, le monde entier était occupé. Dans le Pacifique, les Japonais dominaient tout. Donc il n'y avait plus d'autres terres à profiter. En Amérique latine, les Espagnols, les Italiens, les Espagnols et les Portugais occupaient toute l'Amérique latine. Et ici en Afrique, qui est venu chez nous, en Afrique, toute l'Europe, en 1885, ils se sont divisés l'Afrique. Donc en 1914, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de terres pour aller occuper afin de résoudre le problème de baisse des taux de profit. Et qu'est-ce qui s'est produit en 1914? C'était la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait surproduction. La baisse de profit était tellement bas qu'il fallait détruire. La guerre sert à détruire pour recommencer la production. La guerre, c'est la condition de possibilité de fonctionnement des usines. Allez, je vous donne un petit exemple. Nous avons 3 pays qui fabriquent des voitures. L'Allemagne, le Japon et les États-Unis. Imaginez, l'Allemagne produit 10 millions de voitures. Les Japonais produisent 10 millions de voitures. Et les Américains, 10 millions de voitures. Qu'est-ce qui va se passer? Saturation du marché. Donc les prix vont baisser. La seule solution, c'était la guerre. Et le seul moment où l'Amérique était tout puissant, c'est lorsqu'il a détruit tous ses concurrents, japonais et allemands. L'industrie automobile américaine était florissante seulement après la guerre. Parce qu'il a détruit tous ses concurrents. Donc, ce qui se passe dans le capitalisme, c'est que tout le temps, il y a saturation du marché, donc il faut la guerre. La guerre est importante dans le système capitaliste. Donc, il y a production, saturation du marché, guerre. Aujourd'hui, dans le monde, on a besoin d'une grande guerre pour détruire tous les stocks d'armes qu'on a produits. L'Ukraine est importante. L'Ukraine est importante dans le sens du capitalisme de détruire. Quand vous apprenez que les Européens et les Américains ont donné des milliards à l'Ukraine pour combattre Poutine, des milliards, là, ce n'est pas de l'argent cash, de l'argent liquide, c'est des milliards d'armes. L'industrie militaire américaine produit beaucoup d'armes, il y a trop de réserves, on envoie en Ukraine, afin qu'ils continuent à produire. Si vous avez trop de stocks, mais vous êtes bloqué, et les profits baissent. Donc, la guerre que nous avons à l'Est, moi j'étais responsable, quand je travaillais au PNUD, des armes légères de petit calibre, mais ça venait d'où? Ce n'était pas fabriqué à Kigali ni à Kampala. C'était des vieilles stocks de l'armée russe qui était en Biélorussie, qu'on envoyait en Afrique via l'Ouganda et le Rwanda. Donc, en fait, c'est ça, nous sommes dans le système capitaliste. Vous ne pouvez pas empêcher la guerre. C'est impossible. Les jours où vous mettrez un holà, dit halt, on ne veut plus qu'on extrait nos minerais, jusqu'à ce que nous puissions apprendre nous-mêmes, il y aura une guerre, bien sûr. Donc la guerre est dans le ventre même du capitalisme. C'est la contradiction interne au capitalisme. Nous la vivons, même si ce n'est pas à l'Est, ça sera ailleurs. Le père Alain nous a parlé de la guerre de l'eau qui va venir. Donc il faut intégrer
fait que la guerre fait partie du mode de production capitaliste dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, c'est pas indispensable, mais c'est quelque chose de nécessaire au capitalisme. Parce que le capitalisme est tout le temps confronté à la surproduction, à la saturation du marché. Maintenant, comment est-ce que les humains, en l'occurrence les Banande de Butembo, ont pu trouver, à travers ce contexte, une certaine cohésion sociale? En l'an 2000, quand vous allez à Butembo, je suis allé en passant par Kampala. Partout, il y avait la guerre, dans la province de Nord Kivu. À Walikali, les Tutsis remplaçaient les Houndé. Par la force, ont déplacé la population Houndé pour supplanter la population Tutsi. Et la conséquence aujourd'hui, il y a des avions qui vont de Kampala à Walikali, ils prennent tous les minerais et ils rentrent. Parce qu'en fait, c'est dominé par la population Tutsi. Donc il y avait, on se battait là-bas. Dans les Rutshuru et les Massis, Kunda était dans les Rutshuru. Dans les Rutshuru, vous avez les Hutus qui avaient fui avant, à l'époque même d'Abiyarimana. Ils s'étaient installés là-bas. Et quand Kagame est venu, il y avait cette idéologie de raciner les Hutus là-bas et de les remplacer par les Tutsis. Ah, ça, c'était pas facile. Et Kunda, son rôle était justement de faire la guerre dans les Massissi et dans les Rutshuru pour l'hégémonie rwandaise. Toutes ces provinces entouraient Butembo. Au nord, il y avait Bunia. À Bunia, il y avait une guerre horrible entre deux groupes ennemis, les Lema et les Hendu. Les Hema et les Lendu, les agriculteurs et les éleveurs qui se faisaient la guerre. Donc, en 2000 à Butembo, c'était paisible. Sur l'axe Lubero, Beni, Butembo, c'était paisible. Alors que tout autour, les gens se faisaient la guerre. Alors le sujet de ma thèse dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi partout il y a la guerre, sauf à Butembo? Alors la réponse est venue au bout de 2 ans d'ethnographie sur place. La cohésion sociale qu'on a remarquée en 2000 à Butembo provenait du fait qu'il y avait des commerçants nandais. Et la plupart des commerçants nandais étaient des baptistes. Ce n'étaient pas des chrétiens. Vous savez que notre pays était colonisé surtout par le christianisme et le catholicisme, mais il y avait des poches de protestantisme, dont à Katwa et à Kichumbeo, dans l'Est. Les protestants étaient très forts. Comment est-ce que les protestants baptistes sont devenus économiquement forts? Il était interdit de commercer de l'or, de minerais, à l'époque coloniale. Ça, c'était le monopole de la colonisation. Alors, qu'est-ce qui se passait avec les baptistes? Il y avait un grand centre à Port Coastal, en Ouganda, un grand centre des baptistes, où on appelait les protestants des pays environs, comme le Congo, pour aller suivre la formation biblique. Et quand ils allaient suivre la formation biblique, ils mettaient en dessous de leur tam-tam de l'or, parce qu'on trouvait de l'or en Butembo, mais c'était interdit de le vendre là-bas. Alors les protestants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils allaient suivre la formation à Kampala, dans leur instrument de musique, ils y mettaient des graines d'or qu'ils emmenaient à Kampala et qu'ils revendaient. Donc ils revenaient avec de l'argent frais. Et c'est eux qui dominaient toute la vie commerciale des entreprises à Butembo. Donc, sur le plan financier, c'était les protestants et les baptistes. Mais l'homme le plus fort de Butembo, c'est l'évêque catholique. L'évêque catholique, Melchisedec maintenant, mais en fait, à Melchisedec, on a transféré toute la respectabilité que les gens avaient pour Monseigneur Catalico. Qu'est-ce que Monseigneur Catalico avait fait? Il avait donné des tâches aux catholiques. Il dit, bon, allez, vous aussi, allez, mettez-vous dans le commerce. Comme ça, ça va un peu contrebalancer. Mais Catalico a eu de la respectabilité. Pourquoi? Parce qu'entre protestants à Butembo, il y a eu une guerre à mort entre ceux qu'on appelle les progressistes et les conservateurs. Lorsque les baptistes sont arrivés à Butembo, ils venaient de Philadelphie, des États-Unis. L'idéal était de protéger les âmes africaines contre les méfaits du capitalisme ambiant, contre le méfait du monde. Donc, il ne fallait pas le rendre riche.
Il fallait les protéger contre les capitalistes. Donc, ceux qui adhéraient à la foi protestante, ils ne devaient pas, en fait, ils ne devaient pas avoir de pouvoir, de richesse ou la mondanité. Alors les protestants ont dit, mais c'est quoi? Nous avons fait de bonnes études et on nous interdit d'occuper des positions. Alors il y a un groupe de protestants qui s'est révolté, ce qu'on appelle les progressistes. Ils ont commencé à brûler les églises protestantes. Le seul qui les a calmés, modérés, c'est Monseigneur Catel. Il les a réunis et a dit, nous sommes tous des bananes. Ça ne sert à rien de vous tuer, de vous en faire tuer. Donc Catalico a eu un grand respect. Donc aujourd'hui à Butembo, quand moi je suis arrivé là, les catholiques étaient en charge du développement. Ils avaient l'université de Graben, l'hôpital Matanda et des orphelinats. Même pour l'université, à l'époque, le feu Malou Malou, vous savez comment il a construit la bibliothèque de Graben? Il a écrit des listes de 100 livres, 100 différents livres. Il a remis aux commerçants. Il leur a dit, dans vos voyages, en Europe, en Asie, si vous pouvez nous acheter ces livres. Chaque commerçant, sans exception, a acheté les livres que Monseigneur a demandé. C'est ça qui a inauguré la bibliothèque de Butembo. Donc, il y avait une force financière, les protestants, et une force de développement, les catholiques. C'est ça qui faisait la cohésion. Au moins, c'est ça que je pensais ma première année quand je suis resté là. Mais il y a un élément qui m'échappait. L'autre élément, c'est la milice. Les commerçants landais ont des mines d'or. Surtout ceux qui exploitent vers Mambonégie. Ils ont des mines d'or. Alors, quand ils reviennent avec leur camion de biens, il y a toujours des armes, les AK-47, qu'il fallait donner pour protéger la mine. Et ces gens-là, cette milice, ça formait la troisième force coercive. Donc, la combinaison, la collaboration entre le pouvoir économique, entre les mains des commerçants, et le pouvoir du développement, presque politique, entre les mains de l'Église, et le pouvoir coercitif entre les mains de la milice, voilà qui formait la cohésion chez les bananes. Une fois, Jean-Pierre Bemba en a payé pour son compte. Il venait de Bafouassende et il s'avançait vers Béni pour occuper Béni. Les bananes ont envoyé leur évêque à Rome pour dire il faut contacter tous les médias, dire que Jean-Pierre Bemba est en train de manger les pygmées. Et cette nouvelle a parcouru tout le monde entier au point que les gens de Bemba ont dû s'arrêter. Voilà la cohésion. Kunda voulait venir envahir Béni. Les bananes sont allés au département d'État pour dire écoutez, chez nous, nous n'avons pas d'uranium. Parce que c'est l'argument que Kagame a utilisé pour qu'on donne les feux verts pour qu'on attaque Béni. Ils ont dit nous n'avons pas d'uranium, nous avons de l'or. C'est comme ça qu'on a arrêté l'avancée de Kunda qui avait déjà pour dépasser Kanabayon. Donc c'est une cohésion qui vient de ce lien-là. Partout, il y a eu la paix, sauf à Butembo. Et les gens de Butembo sont très riches. Très riches, pourquoi? Ils ont de l'or, mais on trouve de l'or partout au Congo. La première chose qu'ils font, quand ils ont de l'or, on va les transformer en lingots, sous forme de lingots d'or. Quand tu as une petite graine d'or, tu le vends à un Libanais du coin, mais tu ne gagnes rien. Mais cette première transformation industrielle s'est multipliée par 10. Et ils vont à Jakarta, à Hong Kong, pour vendre des lingots d'or, pas des graines d'or. Et avec cet argent, on revient à Butembo investir. On ramène des motos, des véhicules, et toutes sortes d'articles. C'est ça qui les rend riches chez les bananes. Donc c'est un esprit. Et ensuite, ils ont commencé à aller dans toute la région. Vous avez trouvé les bananes à Isiro, à Bunia, à Kisangani, à Goma, c'est plein. Oui, même dans les rues, comme dit. Donc, c'est une poste de commerce. Alors, voilà. Alors, à l'arrivée de l'AFNEL,
ne les a pas attaqués. Quand les soldats de Mobutu fouillaient, en fouillant, ils ravageaient partout. Les bananes sont allés vers Akanebayongo, la frontière pour entrer dans les Lubero. Ils ont dit, écoutez, nous avons des camions pour vous aider à traverser la province. Donc, on a mis les militaires des FARDC qui fouillaient, et ils ont traversé toute la province jusqu'à Kisangani, dans les camions de bananes, ce qui fait qu'ils n'ont rien pillé là. Donc, cette poste de commerce, évidemment, a des incidences sur la communauté. Et comme anthropologue, c'est ça qui m'a intéressé. La communauté nandé était complètement bouleversée. Je vais vous donner deux exemples. Dans le temps, les Banandés ont des réunions de famille tout le premier dimanche du mois. Avant ce boom commercial, quand les anciens, l'aîné de la famille est là, on commence la réunion. Mais aujourd'hui, si le plus riche de la famille n'est pas là, on va renvoyer la réunion. J'ai posé la question aux anciens, j'ai dit, mais vous perdez vos pouvoirs en faveur de ces jeunes commerçants. Ils ont dit, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ces réunions, nous parlons des funérailles, nous parlons des mariages. Qui sort l'argent? C'est eux. Donc, la transformation interne de la communauté s'opère de là. Deuxième exemple, il y a 20 ans, quand tu demandais la main d'une fille nandée, elle te posait deux questions. Où sont tes parents et où est-ce que tu étudies? Aujourd'hui, quand tu demandes la main d'une fille nandée, elle te pose deux questions. Où se trouve ta boutique? C'est quand ton prochain voyage à Dubaï. Donc, la mentalité est complètement marchandisée. Ça, c'est la conséquence. Mais il existe une cohésion. Les Indiens ont essayé d'aller au marché, d'aller vendre leurs histoires au marché des bananes. Ils n'ont pas réussi. Même si tu vends moins cher, je viens te poser la question à Kinan, c'est combien? Tu me réponds en français ou en lingala. Je vais chez le Bourdot Kinan. Les Indiens ont dû quitter. Ils ont dit, mais ici, on ne peut rien vendre. Donc, il y a une cohésion interne. Alors, ma question pour cette conférence, est-il possible de transposer ce type de cohésion, cohésion interne, ethnique, vers au niveau régional? J'ai eu un problème épistémologique énorme en faisant mes recherches à Butembo. J'étais émerveillé devant ce groupe ethnique qui était très solidaire. Les Banandés, quand il perd son argent, il va chez un autre Banandé pour emprunter. Il peut emprunter jusqu'à 20 000 $. Et ma question naïve, je dis, mais est-ce que vous signez un papier? Je dis non, je ne signe pas. Mais si je ne rembourse pas, c'est toute la communauté qui saura que je n'ai pas remboursé et c'est ma fin. Donc le tout se fait dans la confiance mutuelle. Donc c'était un groupe très solidaire. La question épistémologique que j'avais, j'ai dit, mais écoute, cette cohésion qui se construit autour d'une ethnie, ici à Butembo, ça se passe à côté d'un pays où il y a eu un génocide, mais un génocide sur base ethnique. Alors finalement, l'ethnie c'est quoi? C'est positif ou c'est négatif? J'ai trouvé les éléments positifs d'une ethnie à Butembo, mais juste à côté, c'est le Rwandais, on s'entretuait par Hutu-Tutsi. Donc c'est le même base. Donc ça c'est le problème épistémologique que j'ai eu pendant toute ma recherche. Alors je me suis dit, mais comment, dans ces circonstances, construire une cohésion régionale? Les Banandés, ce qu'on appelle des Banandés, en fait le grand groupe s'appelle les Yira. Et les Yira se trouvent en Ouganda et au Congo. Ils ont été divisés lors d'un accord entre les Anglais et les Belges. Donc c'est le même groupe ethnique qui a été divisé. Quand tu passes de l'autre côté, ils sont appelés des Konjo. Les Konjo, mais chez Congo, c'est des bananes. Mais tous sont les Yira. Lorsque les Ougandais ont envahi le Congo à l'époque de Laurent Désiré Kabila, les généraux Konjo sont allés voir Museveni et dire attention à Butembo, ce sont nos frères. Donc c'est comme ça qu'il y a eu des impacts un peu modérés. Donc je vois déjà là des liens entre les deux peuples. Maintenant, à Goma, pour tout ce qui est venu à Goma, 60% des habitants de Goma sont d'origine rwandophone. Mais ils habitent à Goma. Qu'est-ce qui se passe à Goma? Tous
familles qui sont à Gisenyi envoient leurs enfants à Goma pour les études parce que le Congo avait développé un système éducatif meilleur que celui du Rwanda.